On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Eh oui, je sais, Rimbaud avait raison. Mais là, quand même, avec le bac français et tout, je crois que tu seras d'accord avec moi, un peu de sérieux ne nous fera pas de mal. Moi, c'est Anissa, et je te propose de t'aider à réviser. On y va ? Ton bac de français avec Anissa. Aujourd'hui, Le menteur de Pierre Corneille. Avoir un adjectif créé à partir de son nom, est-ce que c'est pas un peu la classe ? Le dramaturge Pierre Corneille y a eu droit. Tu connais l'expression « un choix cornélien ». C'est un choix très difficile à faire entre deux options qui s'imposent chacune pour des raisons différentes. Eh bien, cet adjectif cornélien, ça vient de Pierre Corneille. Pas mal, non ? Oh ! Alors avant de t'emmener au cœur d'une histoire pleine de rebondissements, celle du menteur, laisse-moi te le présenter, ce Corneille. Pierre Corneille naît en 1606 à Rouen. À 23 ans, il renonce à une carrière d'avocat pour devenir dramaturge et écrit sa première comédie, Mélite. Durant tout son parcours, il s'essaye à différents genres théâtraux et contribue même à les faire évoluer. Il explore d'abord la comédie avant d'écrire son chef-d'œuvre majeur en 1637, Le Cid. C'est une tragicomédie et tu as peut-être déjà entendu ces vers. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ? Ou cela ? Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Ou encore ? À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Tout ça, c'est dans Le Cid. Par la suite, Corneille se consacrera surtout au genre tragique, notamment avec Horace, Polyeucte ou encore Cinna. En 1644, il revient à la comédie avec Le menteur, inspiré d'une comédie espagnole d'Alarcón. Le menteur sera même suivi de La suite du menteur, l'année suivante, inspiré là encore d'une comédie espagnole, mais cette fois-ci signée Lope de Vega. Pierre Corneille entre à l'Académie française en 1647 et toute sa famille est anoblie à l'occasion. Ça en fait du monde, parce que Corneille a eu 7 enfants quand même. En tout, Corneille a écrit une 30aine de pièces. Mais s'il connaît bel et bien la gloire, son grand rival Jean Racine, plus jeune que lui, saura porter le théâtre et la tragédie vers d'autres horizons. Pierre Corneille meurt à l'âge de 78 ans en 1684. Allez, je t'emmène au XVIIe siècle, au début de ce qu'on appelle la monarchie absolue. À partir de 1624, la France est gouvernée par un duo politique formé de Louis XIII et de son premier ministre, le cardinal de Richelieu. Ils dirigent tous deux l'État d'une main de fer en centralisant tout le pouvoir malgré les ripostes et les frondes. Progressivement, ils mettent en place une monarchie absolue qui deviendra effective sous Louis XIV. La population est organisée entre la noblesse, le clergé et les autres, c'est-à-dire le tiers-état. La noblesse popularise ce qu'on appelle les salons précieux, où les femmes de la grande aristocratie parisienne reçoivent chez elles l'élite intellectuelle et sociale de leur temps. On y parle amour, mœurs et culture en général. Corneille y participe régulièrement. Et le théâtre dans tout ça ? Au début du siècle, c'est l'outrance qui domine. On met en scène la vulgarité, les comportements passionnels, on raconte des histoires avec de multiples péripéties. Mais progressivement, le théâtre appelé régulier ou classique se fait une place. C'est un véritable retour aux sources puisqu'il reprend les règles théâtrales établies par Aristote au IVe siècle avant Jésus-Christ. Ce théâtre dit classique reprend la règle des 3 unités, unité de lieu, unité de temps et unité d'action. C'est-à-dire que l'intrigue tourne autour d'un sujet bien précis dans un lieu restreint et sur une chronologie réduite et réaliste. Enfin, la pièce doit conserver une unité de ton, c'est-à-dire être 100% une comédie ou 100% une tragédie.
Et puis elle doit également respecter des règles élémentaires de bienséance. Oh là là! Ça, c'est le théâtre classique. Mais en parallèle, dans les années 1630, la comédie d'intrigue connaît un réel engouement. Un engouement qui ne se dément pas lorsque sort Le Menteur en 1644. Massivement subventionné par Richelieu, qui était passionné de théâtre, cette forme théâtrale a toutes les caractéristiques de la comédie, avec comme spécificité une intrigue amoureuse à rebondissement. Le Menteur est joué pour la première fois à Paris en 1644 au Théâtre du Marais. C'est tout de suite un immense succès. La preuve, le dîner imaginé par Dorante, le personnage principal, est imité par l'élite sociale de l'époque, jusqu'à devenir une mode. Un vrai influenceur, ce Menteur. Bon, je commence à t'avoir raconté pas mal d'histoires, mais comparé à celle du Menteur, tu vas voir, ce n'est rien du tout. Imagine plutôt un petit mensonge saupoudré d'un énorme quiproquo. À cela, ajoute quelques mensonges supplémentaires, une vérité à laquelle personne ne croit, une duperie dévoilée, une énième tromperie et pour couronner le tout, un dernier mensonge qui a pour but de révéler, enfin, la vérité. Voilà, ça te donne une idée de la complexité de l'histoire. Mais je vais t'aider à y voir plus clair. Le Menteur, donc, c'est Dorante. Il est un peu fanfaron, il aime bien briller, c'est un vrai tchatcheur. Alors qu'il revient de Poitiers où il faisait ses études, Dorante tombe amoureux de la belle Clarisse, qui est l'amante d'un certain Alcippe. Clarisse est accompagnée de son amie Lucrèce, qui s'éprend immédiatement de Dorante. Celui-ci demande à son valet Cliton quel est le nom de la plus belle des deux femmes, en pensant bien sûr à Clarisse, et là, c'est le quiproquo fondateur de toute l'intrigue. Cliton lui dit que le nom de la plus belle est Lucrèce. On ne le répétera jamais assez, la beauté, c'est subjectif. Dorante se croit donc amoureux de Lucrèce, alors que c'est Clarisse qu'il désire. En parallèle, pour faire l'intéressant, il ment à ses copains et notamment à Alcippe. Il invente l'histoire d'un grand dîner qu'il aurait offert la veille à une femme. Alcippe se met en tête qu'il parle de son amoureuse, Clarisse. Alors là, ni une ni deux, il fait une crise de jalousie à Clarisse qui forcément ne comprend pas pourquoi. À côté de ça, Géronte, le père de Dorante, veut marier son fils à Clarisse. Dorante devrait être ravie, mais rappelle-toi, il pense que Clarisse s'appelle Lucrèce, alors il ne veut pas l'épouser. Et quand on est menteur, qu'est-ce qu'on fait pour se tirer d'une mauvaise situation ? Eh bien oui, on ment. Alors il invente qu'il s'est déjà marié. Il pond des faux noms, des fausses situations, et son pauvre père gobe tout. Pendant ce temps, Clarisse et Lucrèce, elles, se rendent compte que Dorante n'est pas très nette et elles décident de lui jouer un mauvais tour. Clarisse se fait passer pour Lucrèce et invite Dorante en bas de son balcon. Celui-ci y va, il lui sert une jolie sérénade qui laisse les deux femmes plus confuses que jamais. Clarisse, pourtant éprise d'Alcippe, commence à ressentir des choses pour Dorante. Et sa copine Lucrèce, elle, est carrément sous le charme. Au bout d'un moment, Dorante finit par dire la vérité à Clarisse, qui l'appelle donc Lucrèce. Mais comment le croire, lui qui ment à tout bout de champ ? De son côté, Géronte est sur le point de démasquer son fils. Dorante, dos au mur, face à la colère et au déshonneur de son père, finit par lui confesser son mensonge. Finalement, Géronte lui donne une dernière chance. Et tant qu'il y est, Dorante avoue à Cliton, son valet, qu'il ne sait plus très bien qui de Clarisse ou de Lucrèce il désire le plus. Une vraie girouette, le Dorante. Enfin, c'est le moment de la confrontation entre Dorante, Lucrèce, Clarisse et leurs domestiques respectifs. Passé les confessions, le tableau final est le suivant. Clarisse va bel et bien épouser son amant Alcippe, qui a fini par la demander en mariage, sans doute poussé par la peur de la perdre. Et Dorante, lui, épousera donc Lucrèce, la vraie, dont il a découvert le charme sur le tard. Géronte, le père de Dorante, retrouve son honneur et son prestige malgré les mensonges de son fils.
Et les domestiques, éternels complices de tous ces jeux de dupes, vont enfin pouvoir souffler un peu. Ouf, quelle histoire, hein? Ah bah sur ce coup, je ne t'avais pas menti. Pas comme ce menteur de Dorante. Ah bah justement, parlons de lui. Dorante, le mensonge, c'est son art de vivre. Il n'hésite pas à remanier le réel quand ça l'arrange ou juste pour le plaisir. C'est vrai ça, pourquoi dire la vérité quand on peut mentir ? Le mensonge lui sert à se défaire de situations embarrassantes, à se faire bien voir, mais aussi, paradoxalement, à mieux faire éclater la vérité. À la fois anti-héros et artiste du mensonge, tantôt menteur compulsif, tantôt fin stratège ou alors simple fanfaron, Dorante est un personnage complexe. Et s'il n'est pas vraiment digne de confiance, il n'est pas vraiment mauvais. Et au fond, il est même assez attachant. Autour de Dorante, il y a son père, Géronte, qui incarne les valeurs de l'héroïsme aristocratique. Il adore son fils et se montre sincèrement heurté par son attitude. On trouve aussi de jeunes nobles, comme Alcippe. Lui, c'est l'amant de Clarisse, et il aura besoin du sursaut de jalousie provoqué involontairement par un mensonge de Dorante pour se décider à la demander en mariage. Et puis, évidemment, il y a le duo féminin formé par Clarisse et Lucrèce, parfois plus trompeuse que le trompeur lui-même. Lucrèce évolue dans l'ombre de Clarisse, mais elles viennent toutes les deux de bonnes familles et ont les mêmes aspirations, faire un mariage d'amour et conserver une certaine liberté. Alors oui, elles vivent à une époque où les hommes, et notamment leurs pères, prennent des décisions pour elles. Mais elles ne se laissent pas faire, et loin d'être crédules, elles sont les premières à voir la supercherie chez Dorante. Enfin, il y a les domestiques. Qu'ils soient avant tout attirés par l'appât du gain ou fidèles et dévoués, ils sont complices plus ou moins malgré eux de ce grand imbroglio. Cliton, par exemple, le valet de Dorante, est un peu sa bonne conscience, ou du moins il essaye. Et c'est d'ailleurs lui qui a le dernier mot de la pièce, et pas des moindres. Comment sa propre fourbe, un menteur s'embarrasse. Peu saurait comme lui s'en tirer avec grâce. Vous autres qui doutiez s'il en pourrait sortir, par un si rare exemple, apprenez à mentir. Cliton conclut donc la pièce sur une petite plaisanterie qui fait l'éloge du mensonge. Après tout, grâce ou malgré ses mensonges, Dorante a fini par arriver à ses fins. Bon, on ne va pas se créer un faux suspense, le thème principal du menteur, c'est le mensonge. Bah oui, évidemment. Et je dirais même l'art du mensonge. Corneille s'en sert comme d'un véritable moteur dramaturgique pour nous divertir, mais aussi pour révéler le fond de ses personnages. On peut même y voir un reflet de la société de l'époque et la dénonciation d'une certaine hypocrisie. Après tout, les façons de s'habiller, de se maquiller, de se comporter sont en partie commandées par les relations sociales et ressemblent parfois à un jeu théâtral. Au-delà du mensonge, c'est aussi l'art du quiproquo. Le menteur est composé de 36 scènes. Et tiens-toi bien, la pièce comprend 31 scènes de quiproquo sur 36. Et c'est même le quiproquo initial de l'inversion des prénoms de Lucrèce et de Clarisse qui assure tout le déroulement de l'intrigue et le comique de la pièce. Enfin, le menteur, c'est un savant mélange des genres, ce qui n'est pas évident pour une comédie. Le rire se mêle au sérieux des questions amoureuses et familiales. Même dans un registre comique, Corneille, en bon tragédien, n'oublie pas de nous donner à réfléchir. C'est également le cas dans l'exploration des enjeux amoureux avec Alcippe qui découvre la jalousie, mais aussi les variations du désir des différents protagonistes. Et bien entendu, se pose la question de la confiance. Que faire quand même la vérité ne fait plus le poids ? Vaste sujet, hein ? Bon, bah voilà, on a bien bossé. Je crois que sur le menteur, on est fin prêt. Alors on résume. Voilà pourquoi tu vas adorer lire ou relire ce classique signé Corneille. D'abord parce que c'est un exemple en termes de dramaturgie. Le mensonge dans la comédie est un artifice théâtral particulièrement efficace pour nouer les intrigues, faire rire le spectateur qui, lui, sait tout, voit tout et comprend les quiproquos.
On savoure aussi les stratagèmes et les supercheries qui font parfois du menteur un trompeur trompé. Ensuite, parce que les questions de confiance et de faux-semblants sont absolument intemporelles. Après tout, on peut tous un jour ou l'autre se laisser berner ou même mentir. Et Le Menteur est une comédie sociale qui nous parle d'amour, de jeunesse et même de parentalité. Bref, des thèmes très actuels. C'est quand même fort pour une pièce du XVIIe siècle, non ? Et puis enfin, parce que Le Menteur célèbre l'imagination et le pouvoir du langage. C'est bien grâce à sa capacité à inventer que Dorante arrive à manipuler tout ce beau monde. Il ment comme il respire, et le tout en alexandrin bien sûr, ce qui ne gâche rien. Lis certains passages à voix haute, tu verras, c'est comme une musique. Une dernière petite info pour la route ? En 1919, un certain Pierre Louis affirme dans 2 articles avoir mis au jour l'une des plus grandes supercheries littéraires de tous les temps. Selon lui, Pierre Corneille serait le véritable auteur des œuvres de Molière. Oui. Il se fonde sur la prétendue ressemblance lexicale entre les pièces de Molière et celles de Corneille. Louis pense qu'un accord a été conclu entre les auteurs quand Molière était de passage à Rouen, la ville de Corneille, en 1658, c'est-à-dire l'année précédant la création des Précieuses Ridicules, le premier succès théâtral de Molière. Et cette thèse d'un Corneille écrivant pour Molière sera reprise régulièrement tout au long du XXe siècle. Jusqu'aux travaux d'analyse textuelle les plus récents qui ont confirmé que les pièces de Molière et celles de Corneille ont bien été écrites par 2 auteurs différents. Sur cette histoire, on ne pourra pas traiter Molière ou Corneille de menteurs. Si tu veux réviser un autre livre au programme du bac français, ou tout simplement plonger dans l'un des grands chefs-d'œuvre de la littérature française, retrouve-moi dans un autre épisode de ce podcast. Ils sont tous dispo sur toutes les plateformes habituelles, sur le site et l'appli Europe 1 et sur anabac.com. À bientôt. Ton bac de français avec Anissa est une coproduction Europe 1 édition Hatier.